Bonjour à tous, c'est Claire des Lucasfilles pour mon mois drama de septembre. J'espère que vous pourrez piocher plein de bonnes idées pour vos soirées drama en perspective. Comme d'habitude, je vous ai proposé une liste assez éclectique. C'est parti! Les tops. The Legend of Howlan. La série va se hisser tout droit dans mon top des dramas les plus qualitatifs que j'ai vus jusqu'à présent. Tout est beau, tout est bon là-dedans, décor, costumes, musique, mise en scène, jeu des acteurs, et fait rare, je n'ai quasiment zappé aucune scène tant c'est bien écrit, bien joué, bien réalisé, enfin il n'y a rien à dire. J'ai Chin Shi Huang à l'œil depuis Kingswoman, donc quelle n'a pas été ma surprise de découvrir qu'un drama racontait l'histoire de la mère du premier empereur, la conception relativement douteuse et les jeunes années de notre roi des bâtards préféré, jusqu'à sa prise de pouvoir contre Lu Buwei qui ouvre justement notre série Kingswoman. Déjà que j'avais fini par aimer la maman indigne dans Kingswoman, je l'ai adorée dans cette histoire, et encore plus le papa, qui était évidemment le grand absent de la série, mais qui est ici un bonheur du début jusqu'à la fin. Alors que je shippais Howlan avec Lu Buwei comme il se doit, j'ai complètement changé mon fusil d'épaule plus je voyais Yiren, le futur papa du premier empereur. Donc dans cette version bien évidemment romancée, on voit comment Howlan, fille de noble rejetée par son père et sa marâtre, devient l'esclave de Lu Buwei qui compte l'utiliser pour mener à bien ses ambitions de devenir un homme de pouvoir à la cour de Zhao tout d'abord, puis de Qin. Comme elle est intelligente la minette, elle sera moins un pion qu'une complice sur qui compter et une sacrée femme de poigne. Les acteurs sont tous phénoménaux, que ce soit le triangle de tête, mais également tous les personnages secondaires, dont 9 figurent aussi au casting de la très renommée série Yangtze Palace. Donc si vous avez aimé les acteurs dans cette série, disons que c'est la prochaine série à se regarder. Il y a de quoi se faire plaisir entre le couple Lulan, qui rappelle la dynamique Princess Agents et Rise of Phoenixes par le côté Pygmalion et Amour Vache, et le couple Yilan, donc mon chouchou, où le perso masculin campe un papa et un mari quasiment 5 étoiles. Un type qui va acheter vos Tampax et qui vous accouche, c'est quand même rare dans les dramas et dans la vie. Par contre, il n'en est pas moins complexe que les deux autres et est capable de faire preuve d'une certaine filouterie qui a de quoi faire débat. Encore une fois, c'est un bonheur de voir des persos aussi intelligents dans ces intrigues de palais, certes parfois un peu répétitives, si bien que je me suis demandé à un moment si les scénaristes n'avaient pas un challenge pour t'obliger à boire chaque fois que l'héroïne se faisait persécuter dans la première partie de son arc, c'est-à-dire à chaque épisode. Néanmoins, n'hésitez pas, regardez ce drama qui est absolument somptueux. The Heiress. Cette série m'aura occasionné un gros coup de colère après un énorme coup de foudre. Cette sempiternelle histoire de travestissement d'héroïne a en effet tous les ingrédients pour être un de mes chouchous de l'année, s'il n'y avait le dernier épisode et surtout les 2 dernières minutes qui auraient pu me faire envoyer valdinguer mon ordinateur à travers la pièce. Suite au décès de son frère jumeau dans leur enfance, notre héroïne se voit contrainte pour sauver son clan à endosser le rôle et se faire passer pour un garçon. C'est Lady Oscar davantage que Mulan et pendant 23 épisodes, c'est un vrai bonheur. L'héroïne Han Shi-yi donc se retrouve dans un embroglio de course à la couronne de prince héritier, courtisée par 2 clans rivaux et doit ruser de tout bois pour éviter de prendre parti. C'est sans compter sur les pouvoirs réels de séduction du 5e prince, Tian Chao est juste à tomber, qui lui met le grappin dessus, et le fils du premier ministre, mon choupinou de Dreaming Back to the Qing Dynasty, que alors j'ai retrouvé avec bonheur, et qui est d'abord son adversaire avant de lui aussi succomber au Big Love. Ironie du sort, alors qu'on a certainement l'héroïne la plus crédible en matière de travestissement de tous nos dramas, formidable prestation de Unayo, nos persos masculins sont les plus rapides à percer à jour sa véritable identité et à pousser un gros soupir de soulagement sur leur orientation sexuelle. Bien que, au début de la série, le doute qui les habite donne d'excellentes scènes comiques. Pour l'ambiance, je dirais que c'est un mix de Princess Agents et de Rise of Phoenixes, mais en version plus comédie, dans la période Académie Poudlard pour Feng Jouet, à laquelle j'ajouterais que le réel potentiel de notre triangle amoureux rapprocherait du trio gagnant que seraient Katharine Hepburn, Cary Grant et James Stewart. Sur un scénario aussi éculé, la qualité est donc réellement au rendez-vous, jusque dans des détails yin-yang dans des costumes, ce qui montre le soin qui est apporté à la production. Et puis pour notre collection morsure avec Aurélie, qui s'étoffe un peu plus à chaque drama, j'en ai compté pas moins de 4, je crois que c'est le record jusqu'à présent. Mais voilà, il y aura un hic. Là,
purée de fin. Alors là, je me sens obligée de vous prévenir, parce que, bon, apparemment, le roman à l'origine du scénario a été scrupuleusement, voire trop respecté à la lettre, et il faut vous préparer à une fin ouverte absolument dégueulasse qui m'a laissé choquée face à mon écran. Saison 2, j'ai cherché partout la saison 2, j'espère qu'il y aura une saison 2 parce que sinon c'est pas possible. Alors certes, je reconnais que ça a été écrit tellement aux petits oignons que les scénaristes ont annoncé la fin dès l'épisode 15. Mais non! Je recommande néanmoins, tellement c'est bon, et rien que pour le 5e prince qui va rejoindre mon palmarès des princes fréquentables et à fréquenter. Et c'est une des rares séries où j'ai shippé l'héroïne avec les 2 persos masculins. Souyu! Coup de cœur inattendu pour une série loufoque et douce dingue et dans laquelle brille tout particulièrement l'acteur au nom improbable de Fiction Guo. Le pitch est une comédie classique autour d'un patron narcissique et insupportable et son souffre-douleur d'assistante qui décide un jour de se rebeller vu que son patron a oublié son anniversaire et a encore décidé de lui gâcher la vie. Vous vous doutez que l'amour sera de la partie et que notre assistante aura bien du taf à essayer de mettre au pas son tyran un brin niaiseux. J'ai honnêtement, mais beaucoup ri et trouvé énormément de charme à cette série qui offre une palette de second rôles, tous plus attachants les uns que les autres. Mention spéciale à l'assassin qui a fait vœu de ne tuer ses cibles que lorsqu'elle sourit et qui est une excellente valeur ajoutée comique. Si comme moi, vous appréciez aussi les séries déjantées qui n'ont pas peur des sous-entendus sexuels, alors c'est une petite pépite de joie. Ils auraient pu faire plus court. Oh my general! Le début est hilarant car il casse les genres de manière efficace avec un général Mulan casé dans un mariage arrangé avec un prince efféminé qui passe sa journée à danser au bordel ou prendre le thé avec ses copains. Lui est absolument outré de se retrouver marié de force avec ce qu'il pense être un monstre. Elle est raide dingue de ce prince que tous pensent inutile mais dont elle sait depuis l'enfance la gentillesse et le réel potentiel. Les cours de féminité que doit prendre le général ne servent pas à grand chose car le prince s'attachera à sa générale d'épouse sans jamais chercher à la changer d'ailleurs. Son évolution à lui sera spectaculaire en tant que prince, époux et papa car la question d'infertilité du couple occupera la plupart du drama, ce qui est d'ailleurs pas la partie la plus heureuse mais qui a le mérite de poser la question, notamment celle du choix entre la carrière et le bébé et même la tentation de l'avortement pour notre héroïne. Il y a des scènes hallucinantes au début entre les 2 époux et un ton très libre sur la question de l'intimité que j'ai trouvé ultra rafraîchissante. La maisonnée du prince vaut également le coup d'œil entre la belle-mère de l'horreur qui fait finir par être amadouée et le nid de poule de concubines qui vont prendre le parti de la générale à l'exception d'une bitch de service. Il y a du très bon dans ce drama qui bouscule allègrement les codes, notamment lors de la première nuit du couple qui laisse l'époux bien embarrassé seul au plumard alors que sa femme fait des arts martiaux. Mais la série aurait gagné à être plus courte car j'ai trouvé que le rythme avait tendance à s'essouffler dans la 2e partie. Par contre, j'ai adoré l'épilogue que j'ai trouvé assez peu conventionnel par rapport au drama que j'ai vu jusqu'à présent et qui correspond assez bien à l'image de ce drama qui est un poil ovni quand même. Oh My General, une série très originale. Otarugusa. Miracle, j'ai trouvé une série japonaise qui ne m'a pas fait grincer des dents ou envie de me cacher sous un oreiller. Otarugusa, jolie série historique que je qualifierais de lumineuse à l'image de son héroïne, au doux nom de Nana. On n'est pas dans Zola et notre héroïne a la pureté d'une Antigone qui aurait droit à un happy end. Nul besoin de grands effets spéciaux, la mise en scène est sobre et minimaliste. Une fille de samouraï déchue se retrouve servante dans une petite famille modèle où le couple est tout mimi et les enfants adorables. Ouais, je sais, par contre le look et la coiffure piquent carrément les yeux. Après le décès de la mère trop pure pour ce monde, Nana va devoir sauver la famille victime du même infâme samouraï ripou qui avait déjà conduit son père au seppuku. À croire qu'il lui en veut personnellement le bougre. Notre courageuse petite fleur de rocaille croise le chemin de nombreux personnages pittoresques, tous touchés au cœur par sa gentillesse et son courage. C'est une ode à la noblesse du cœur et la gentillesse triomphante et c'est un petit bonheur à ne pas manquer qui prouve également qu'une belle histoire d'amour n'a pas besoin de scènes torrides pour être limpide au spectateur. Love Story of Court Enemies. Enfin une série où l'amour des bêtes ne passe pas par une CGI dégueulasse. C'est l'histoire de 2 chouchous et d'un toutou. Retour dans la dynastie capillotractée des Qing avec l'héroïne de moult dramas, c'est-à-dire la fille de médecin qui cherche à venger sa famille dézinguée. Et pourtant, la série relève le défi du déjà-vu en nous proposant une version fraîche et originale avec des personnages pas guindés pour dessous, résolument modernes sans une once de voyage extratemporel pourtant. L'héroïne a un sacré tempérament et au lieu de servir de
punching bag à chaque épisode, c'est elle qui parvient à botter le cul de tous ceux qui cherchent à lui nuire. Elle est pleine de malice et d'énergie et pas cucu. Sur son chemin, une sœur de cœur qui se retrouve mariée au palais et qu'elle va chercher à protéger, et un garde qui sera son ange gardien dès le premier jour et qui se trouve être le fils de la famille à l'origine du meurtre de ses parents. On craindrait le drame, mais que nenni. Là aussi, la série est surprenante dans sa gestion de la révélation et du choix pris par l'héroïne ainsi que par le père du fiancé. J'ai apprécié l'absence totale de triangle amoureux pour le couple principal et les gags récurrents sur la plastique du héros masculin, 30 kilos tout mouillé et pourtant flanqué en permanence de deux ailiers bodybuildés. La série commence même avec du porn potier, même si on savait depuis Ghost que l'argile était ô combien sexy. C'est une série d'une grande modernité, sur le ton, avec une photo, des costumes, des décors impeccables, une héroïne moderne et libérée, un perso masculin loyal de bout en bout, et en plus un toutou, donc que demande le peuple? The Starry Night, The Starry Sea. Il s'appelle Woo Julan, la gentille petite sirène, et il a tous les éléments pour vous faire craquer. Il est beau, il est riche, il sait faire le ménage et la lessive, vous poussez sur la balançoire et vous préparez des sushis avec la dextérité d'un grand chef. Ai-je mentionné qu'il pratiquait le torse-poil? Bref, n'hésitez plus à enfiler les gants Mappa Bleu pour plonger tête la première dans cette histoire d'amour transespèce entre l'humaine casse-couille et le prince des mers, qui est loin d'être un thon. Cette série qui a tous les ingrédients d'une merveilleuse petite bluette va plutôt pêcher par contre du côté d'Andersen que de Disney, car il y a une arnaque de taille dans cette histoire d'amour, car l'ancêtre de la fille a volé au beau gosse son pouvoir magique et un choix cornélien s'impose. C'est lui ou c'est elle. Et comme le pouvoir se récupère par fluide corporel apparemment, autant vous dire que vous pouvez faire une croix tout de suite sur le roulage de pelle, et plus si affinité. Du coup, vous finissez avec un sacré coup de blues, alors que toute la série fleure pourtant bon la carte postale. L'histoire se déroule entre New York, on sent la référence obligée à Splash, et une petite île idyllique. Si on a envie de tarter la fille, on se laisserait par contre couler au fond de la piscine avec ou sans pull marine avec William Fang, qui prête énormément de charme à cette poiscaille pas desservie pour une fois par une CGI trop dégueulasse. Si la plage vous manque déjà et que vous avez des envies de coquillages et crustacés, succombez donc au chant des sirènes de cette série de fantasy qui assure à fond le look et la déco cottage au bord de l'océan. C'est un joli petit conte de fées jusqu'au moment où ils vous font cruellement boire la tasse, c'est-à-dire au dernier épisode. The Starry Night, The Starry Sea 2. Vous en vouliez plus ? Moi oui, j'étais prête à re-signer pour les aventures de mon nouvel ami aquatique. Et là, ce fut très compliqué. On est normalement sur une préquelle à l'histoire de nos amoureux tragiques de la série 1. Et d'un certain point de vue, je dois dire que je préfère largement cette version-là qui dégouline de kitscherie et qui mise à fond sur le potentiel sexy de William Fang. Toutes les occasions sont bonnes pour le foutre à poil. Mais je n'ai pas du tout compris comment cette histoire pouvait être raccord avec la saison 2. Il l'a pas reconnue la fille, est-ce possible? Il a pas du tout le même pouvoir, c'est quoi cette armée de tritons? Enfin bon. Et 2, si possible, la fille est encore plus agaçante que dans la saison 1. Elle commence pourtant super bien avec des rêves de grand large plein la tête, cherchant à s'affranchir de la lourde tutelle de son frangin en se déguisant pour travailler sur un chantier naval. Là, notre couple se rencontre et est d'une choupinerie absolue, mais bien sûr, leur amour est impossible car la guerre fait rage entre les deux espèces et le frangin, encore lui, a juré d'exterminer la poiscaille pour venger les parents. Purée, que le frangin va être lourdingue et malsain dans cette série. Mais là encore, le problème, c'est cette gourdasse qui hérite de la mémoire de Dory dans Nemo, car elle multiplie les bourdes et se laisse sans arrêt manipuler. Alors ça donne quand même de grands moments comme l'enlèvement de la mariée et une situation à la Ashes of Love où l'héroïne se retrouve à tuer le héros et doit passer le reste de la série à expier son geste. Du coup, notre William Fang est parfait aussi bien en amoureux transi qu'en prince alpha torturé entre sa passion pour la fille et son désir de se venger de celle qu'il a outrageusement trahi. Bon, on peut se demander quand même s'il fallait, je pose la question, faire une préquelle tragique à une série qui se terminait déjà par une tragédie. C'est le deuxième effet qui se coule de la mort ou quoi? Par contre, on a un très intéressant personnage secondaire masqué, suivez mon regard, qui se retrouve dans un parcours de rédemption par amour et qui nous permet de mesurer encore une fois combien Star Wars a raté le coche avec Reylo. Où est ma scène de toucher de cicatrice? La série improbable. Chinese Paladin 3. Attention, série culte. Comme son nom ne l'indique pas, il s'agit du deuxième opus
plus d'une série ultra populaire adaptée d'un jeu vidéo tout autant populaire. Donc ben ouais, ça se voit, on est très clairement dans une ambiance Bioman Pokémon et ça pique les yeux. Ça a très mal vieilli. Cela a-t-il un intérêt à part se bidonner sur son canapé, me direz-vous? Eh ben la réponse est oui. Le pitch. Un groupe de joyeux compagnons hétéroclites, savants mélange de guélurons, bouffe-tout de service, prêtre coincé du cul, Punky Brewster énervé, enchanteuse enchanteresse et sœur bicolore et schizophrène, assortis et non des moindres d'une patate, vont donc combattre une flopée de zombies au spot vert et toute une palanquée de démons sortis d'un clip de Metallica. Quand ils ne tombent pas sur des gorilles CGI qui les attaquent à coups de bananes et de proutes. Encore une fois, quel intérêt? Eh ben plein. D'abord, c'est un classique qu'on vous dit, un divertissement familial visant à faire sourire les marmots, mais avec plein de gags aussi pour les parents. Ensuite, il y a les acteurs. C'est une pépinière de jeunes talents. 5 et pas des moindres font leur classe là-dedans et vont passer le reste de leur carrière à tourner ensemble. Le bondissant Rugueux, que j'avais pas calculé au début car je l'ai découvert en professeur Xavier dans Sound of the Desert, Cecilia Liu, Yang Mi, Tiffany Tang et Wallace Rowe qui étaient déjà clairement en pleine répète pour Bite the Roi. Bizarrement, mon chouchou, le roi démon glam rock, n'a pas fait une grande carrière alors que regardez-moi ça si ça envoie pas du rêve, enfin... Et comme on a toute une flopée de stars en herbe, bah ça finit par se voir et bien qu'ils en fassent des caisses à un niveau que c'est pas possible, ils vous rendent les persos et leur histoire à la con finalement assez attachantes. Yang Mi et Rugueux crèvent l'écran en se choucroutant joyeusement pendant toute la série. J'ai adoré le fait que le personnage masculin principal soit une résurrection d'un dieu de la guerre qui se faisait tellement chier au paradis qu'il a préféré se faire exiler dans le monde des humains. On lui claquerait la bise rien que pour ça. À côté de ça, sa bromance, par contre, veut devenir immortelle et se complaît donc pendant toute la série dans le prêchi-prêcha et la romance tragique. By the Roi, je t'ai vu. Enfin, si vous êtes fan de grands moments what the fuck, vous ne serez pas déçus, ainsi que par la bande originale, bon, qui au début vous fait sourire et puis finalement vous rentre bien dans la tête et qui mérite bien son adjectif parce qu'elle est vraiment très originale. Le flop, My Sassy Girl. Tiens, encore un toutou. Maître Toutou, le pékinois, est presque la seule chose que je retiens de cette série historique coréenne. Bon, j'exagère un peu. La vérité, c'est qu'on finit par devenir blasé à force d'avoir l'impression de se repasser 100 fois la même série, les mêmes personnages et les mêmes intrigues. Et c'est quand même franchement le cas avec cette série. Sur papier, bah y a rien à lui reprocher, un beau décor, costume, les acteurs sont bons, le couple est hyper choupi, mais après un excellent démarrage en mode amour vache entre la princesse et l'érudit qui se font crasse sur crasse, mon Dieu, mais que je me suis ennuyée avec une ressucée de méchants premiers ministres, corruption administrative, et quoi ou qu'est-ce, enfin ça complote, la reine est méchante, le roi est débordé, bon, on connaît, hein. Alors, un peu comme d'habitude, le couple est à son meilleur quand il se choucroute au début, en mode mégère apprivoisée, et j'ai bien aimé par contre l'intrigue du mariage arrangé, où le pauvre érudit doit jouer les interprètes et intermédiaires entre le prince chinois et la princesse dont il est entre-temps tombé amoureux. À part ça, bah rien de bien original ni mémorable, je dirais, voilà, si vous êtes vraiment fan de Sagouk ou si vous n'avez pas l'habitude de ce genre, c'est une série tout à fait honorable. Les Ningyi d'or. Meilleur acteur, pour une fois, ex aequo entre Mao Zedong et Ni Ye-wan pour leur prestation dans Legend of Howlan. J'avoue sans honte une préférence pour le très beau perso de Yuren, mais j'ai beaucoup de mal à départager ces deux acteurs tant ils sont absolument remarquables dans cette série. Meilleure actrice, toujours dans le casting de Legend of Howlan, Woo Jin-yan, avec un perso féminin complexe et rebelle, et ses relations tumultueuses avec son père, son maître, son mari, son amant, son fils, mais également de magnifiques scènes avec les autres personnages féminins de la série. Meilleur acteur dans un second rôle, Wei Sia-dong, mon assassin médecin qui m'a vraiment beaucoup fait rire dans Suyu et qui crève l'écran pour ses talents comiques. Meilleure actrice secondaire, Karina Hai. Encore une fois, j'ai fait mes courses dans l'impeccable Legend of Howlan. Que voilà un personnage de bitch bien compliqué et interprété avec beaucoup de conviction par l'actrice. J'adore tout particulièrement la scène où les deux rivales mettent leur cœur à nu autour d'une bonne bouteille, type de scène qu'on voit trop rarement et malheureusement souvent de manière caricaturale. C'est l'histoire d'une erreur de jeunesse pour ce perso qui va lui faire passer à côté du vrai amour de sa vie, un peu une Scarlett O'Hara qui aurait eu un second rôle. La meilleure scène. Alors compliqué ce mois-ci de choisir une scène parce que bon, on pourrait dire que la scène de danse dans Oh My General est vraiment Oh My God. Il y a la scène du vol de mariée dans Starry Night Starry Sea 2. Du coup j'ai choisi de retenir une scène de Legend of Howlan et il y en a beaucoup, elles sont toutes très belles, mais j'ai adoré toutes les scènes
scène où Yiren est arrivé par une arnaque à épouser la femme qu'il aime, donc notre héroïne, essaye de passer du statut de friendzone à véritable époux en bonne et due forme, et donc doit essayer de passer du matelas par terre au lit conjugal. Alors il a toute une série de ruses diverses et variées, dont une qui est la stratégie du verre d'eau. Une autre scène que j'aurais pu citer quand même et qui mérite une mention honorable, c'est celle où notre héroïne a ses règles au milieu de la nuit, s'éclipse un peu dans la honte, car en plus elle souffre de crampes, et on découvre que notre Yiren est vraiment l'homme à épouser, parce que il va s'occuper de tout, il va lui faire un système de petites bouillottes pour prendre soin d'elle, des médicaments, il est choupinou, enfin voilà. C'est le mari modèle. Et puis c'est le genre de scène qu'on voit pas nécessairement souvent, notamment ils n'ont pas hésité à avoir la bassine pleine de sang où elle est obligée de laver son linge. Et encore une fois, vu nos publicités dégueulasses avec des règles bleues, ça a le mérite d'être signalé. C'est tout pour ce mois-ci. J'ai hâte de vous parler de mon prochain mois drama parce que je vais avoir du très lourd à vous présenter. Et surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours ou vos recommandations parce que je suis très curieuse de voir vos avis sur les dramas que je mentionne, et je suis toujours prête à ajouter 2 nouvelles pépites à ma liste, pourtant déjà longue comme un jour sans riz. Je vous dis à très bientôt et bon binge watch.